Vous devez être les changements que vous désirez voir dans ce monde. Mahatma Gandhi, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission dénommée Touche à tout. Une émission qui atteint plus de 600 000 personnes sur TikTok. Un grand merci à vous, mesdames, messieurs. Alors, face aux différentes actualités politiques, mesdames, messieurs, nous recevons pour vous un ténor de la politique. Il fait parler de lui. Il s'appelle Chris Mukendi Kabemba, qui je dis rapidement. Bonsoir et bienvenue dans Touche à tout. Bonsoir très cher Arnold et bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui auront le privilège de nous suivre et merci pour l'invitation. Un grand merci à vous d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation. On va toucher à tout justement avec vous, mais ce sera bilingue, mesdames, messieurs, la marche de l'opposition, la politique agricole du chef de l'État pour booster les sociales, toutes ces questions. Chris Mukendi va répondre ici sur Touche à tout justement. Chris Mukendi, avant d'être politicien aujourd'hui, hier vous étiez quoi en fait? Chris Mukendi, c'est la somme de beaucoup de choses. Chris Mukendi, c'est la somme d'un parcours. Non pas seulement parcours académique, pour ne pas dire parcours universitaire. Chris Mukendi a eu à toucher à tout aussi, comme l'émission Touche à tout. Et dès mon jeune âge, je crois que j'étais encore aux humanités, j'ai aidé ma mère qui elle travaillait à la poste. Mais à cette époque-là, la vie était devenue très difficile. Nous sommes en 1996. Je suis encore élève aux humanités et je viens de temps en temps prêter main forte à ma mère qui s'était convertie en cambiste. Donc déjà, avant d'atteindre l'âge de 18 ans, j'étais dans la rue avec ma mère pour faire le cambisme. Donc lorsque ma mère devait aller travailler à l'OCPT, je gardais son argent et je faisais les cambismes après mes cours. Donc déjà très jeune, j'ai appris à comment fructifier l'argent et grâce à ma mère. Et donc voilà. Vous étiez entrepreneur? Justement, si on peut le prendre comme ça, entrepreneur. Oui, entrepreneur. Mais à l'âge de 25 ans, j'étais encore étudiant. J'ai eu l'opportunité d'être engagé au Parlement, au Sénat. Après les dialogues de Sun City, vous savez, on avait un Parlement monocaméral, mais après les résolutions du dialogue intercongolais, il a été décidé que le Parlement soit un Parlement bicaméral. Il fallait installer les Sénats et l'Assemblée nationale. Il y a eu un déficit du personnel au niveau du Sénat. Et j'ai eu le privilège de participer au concours de recrutement. Et depuis 2004, j'ai eu à passer le concours et à être recruté au Sénat. Donc j'ai pratiquement 20 ans de carrière aujourd'hui, presque 20 ans de carrière dans 19 ans, comme cadre de cette institution parlementaire. Donc c'est là mon parcours. Voilà. Très bien. Drôle de parcours, s'il faut dire. De là, vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui, vous êtes un homme très très fort. Avant qu'on commence justement avec quelques questions politiques, puisque c'est une chaîne des entrepreneurs, c'est pourquoi on parle de votre parcours un tout petit peu. Ce qui vous monte en tête, comment vous définissez la réussite? La réussite pour moi, c'est l'atteinte de ses propres objectifs. Je me dis, la réussite varie d'une personne à une autre. On considère qu'on a réussi lorsque on arrive à atteindre les objectifs qu'on s'est assignés soi-même. C'est là déjà la réussite. Donc, ça dépend d'une personne à une autre. Lorsque quelqu'un envisage créer une entreprise, par exemple de $500, l'effet pour lui d'avoir son entreprise de $500, pour lui, c'est une réussite. Donc, ça varie d'une personne à une autre. On ne peut pas dire que celui-là a réussi, l'autre a échoué, dans la mesure où on considère seulement que la réussite, c'est l'atteinte de ses propres objectifs. Extraordinaire. Alors, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de chômeurs. Vous êtes un ténor de la politique, comme j'avais présenté tantôt. Quelle est votre politique, vous, personnellement, la FDC, je dirais, pour lutter contre le chômage de masse en RDC?
Ah, là, vous me renvoyez au projet de société de l'AFDC comme parti politique. Comme vous le savez, l'AFDC, c'est un parti socialiste. Un parti socialiste déjà travaille dans le sens de garantir l'accès aux fondamentaux à tous les citoyens. Ça veut dire l'emploi. Hein? On doit garantir l'emploi pour tous les citoyens. On doit garantir le travail pour tous les citoyens. On doit garantir l'accès aux soins de santé, au transport pour tout le monde. Et il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Mais le plus grand enjeu, c'est de réunir le moyen. Il faut, lorsque vous avez une vision, il faut travailler à la mise en œuvre de votre objectif en réunissant les moyens nécessaires qui est le budget. Un budget fort vous permet d'avoir une vision forte. Un budget faible vous permet d'avoir une vision réduite à la capacité de vos moyens aussi. Donc, en tant qu'économiste, pour moi, le plus gros effort à fournir, c'est d'avoir un budget qui vous permet d'avoir aussi une politique qui permet à ce que tous les Congolais se sentent mieux dans leur pays. Je me dis, j'ai toujours été choqué de voir le plus grand nombre des Congolais qui jouent au Divi Loterie. J'ai toujours été choqué de voir le plus grand nombre des Congolais qui s'alignent au ministère des Affaires étrangères pour chercher un passeport, non pas pour aller faire du tourisme, mais pour quitter le pays. J'ai toujours été frappé, je me dis, il faut une politique qui permet à ce qu'on renverse la tendance, de manière à ce que les Congolais aillent chercher les passeports, non pas pour quitter le pays, mais pour faire le tourisme. Donc, il faut une politique sérieuse, une vision claire qui permet à ce qu'effectivement les Congolais restent concentrés sur leur pays plutôt que de chercher à aller ailleurs. De fuir leur pays, justement. Mais est-ce que c'est une valeur ajoutée pour un politique ou un politicien d'être entrepreneur? Non, effectivement, ils sont même nombreux qui font la politique tout en étant entrepreneurs. Je pense que l'exemple, je n'irai pas chercher loin, le président de mon parti politique, Modeste Bahati, c'est un grand entrepreneur dans les domaines de transport et dans le domaine de l'immobilier. C'est connu et reconnu de tout le monde que Bahati n'a pas trouvé de l'argent en politique, mais c'est un entrepreneur qui est reconnu, qui engage plus de 3000 Congolais dans ces entreprises. Bahati Lukwebo. Plus de 3000 Congolais dans ces entreprises. Donc c'est un grand entrepreneur. Et je pense que pour être aussi un bon politique, il faut avoir l'essence de l'entrepreneuriat. Lorsque vous avez l'essence de l'entrepreneuriat, vous ferez un bon dirigeant, je pense. Est-ce un danger d'avoir des politiciens qui n'ont pas cet instinct entrepreneurial? Je ne sais pas. Il y a des hommes politiques qui n'ont aucun sens d'entrepreneuriat, mais cela affecte aussi leur vision sur la manière de voir le pays. Moi, j'ai dit un président de la République entrepreneur voudra effectivement faire gagner à la République dans le sens de travailler à accroître le PIB. Parce que l'entrepreneuriat a une incidence, ça fait accroître aussi les PIB. Et moi, je crois que lorsque vous avez un chef d'État qui travaille dans ce sens-là, dans le sens d'accroître le produit intérieur brut dans le pays, ça veut dire qu'il met l'accent aussi sur l'entrepreneuriat. Et l'incident, c'est que l'entrepreneuriat fait gagner aussi à l'assiette fiscale. Les entrepreneurs participent activement à la croissance de nos recettes. Donc, moi, je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait... je pense que le président Tshisekedi, je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas, s'il a eu aussi entreprendre dans un secteur donné, je ne sais pas. Mais je prends l'exemple de Modeste Bahati que je connais personnellement. Mais vous avez anticipé même la question. Alors, les chefs de l'État, est-il entrepreneur ou pas? Vous savez, quand je parle d'entrepreneur, je vois individuellement les gens. Mais aujourd'hui, en tant que chef d'État, le chef de l'État, c'est un entrepreneur politique qui entreprend dans le sens de garantir le bien collectif. Vous avez dit que Bahati a commencé entrepreneur et puis
Non, mais justement... Politique. On parle de... Justement, vous savez, il y a... de la valeur ajoutée pour un politicien. Est-ce que le chef de l'État aussi était entrepreneur? Je ne connais pas le parcours de Félix Tshisekedi avant qu'il ne devienne président de la République. Communicateur du chef de l'État. Non, mais écoutez... Vous vendez un produit que vous ne maîtrisez pas le parcours. Le produit que je vends, c'est le produit qui a été présenté à l'Assemblée nationale, la vision du chef de l'État. Mais le parcours, vous ne maîtrisez pas ce produit? Non, le parcours d'homme politique, je connais son parcours d'homme politique. Mais aussi, l'entrepreneuriat, c'est aussi une vie privée. Justement, l'entrepreneuriat, à moins que l'entreprise arrive à avoir une proportion ou une dimension notoriété nationale et internationale, on peut connaître. Mais lorsque quelqu'un est dans une sorte d'entrepreneuriat informel, il est clair qu'on ne connaisse pas le parcours, à moins que la personne elle-même vous le révèle. Donc, les chefs de l'État, comme entrepreneur, je ne sais pas. Mais s'il était ou pas. S'il était ou pas, je ne sais pas. Mais j'ai dit, avec les fonctions d'État qu'il occupe aujourd'hui, déjà, il y a des fonctions qui vous interdisent de faire certaines choses. Par exemple, les commerces. Moi, j'ai étudié en droit commercial que les fonctionnaires ne peuvent pas faire les commerces, que le militaire ne peut pas faire les commerces, que le ministre ne peut pas faire les commerces. Vous voyez? Donc, je pense que l'entrepreneuriat pris dans le sens des fermiers, je peux comprendre parce que la Constitution n'interdit pas. L'entrepreneuriat dans le sens agricole, je peux soutenir parce que la Constitution n'interdit pas. Mais je me dis, voilà, on n'est pas au courant de tout ce qui est fait par les hommes politiques avant qu'ils n'accèdent aux fonctions d'État. Très bien. En parlant de l'entrepreneuriat sur le plan agricole, justement, nous n'allons pas nous attarder sur des individus, on va parler concept et idées. Quelle est la politique agricole du chef de l'État pour booster les sociales congolais? Selon vous, dans vos observations, quelle est la vision justement? Quelle est sa politique agricole? La politique agricole du chef de l'État a été rendue publique. Le jour où, parce que je me préfère simplement au gouvernement Samalo Kondé, 2021-2023, ils ont présenté un programme d'action du gouvernement à l'Assemblée nationale qui s'appelle Construire un État fort, prospère et solidaire. Et ce programme reprend, je crois, 15 axes, 15 piliers. Et lorsque vous visitez le 7e pilier de ce programme d'action à son axe 34, vous voyez qu'il y a un... on parle de redynamiser l'agriculture vivrière, industrielle et pérenne. Donc, je crois, c'est la vision du chef de l'État en ce qui concerne l'agriculture. Lorsque vous déroulez cet axe-là, vous trouvez, par exemple, où on parle de reproduire l'expérience de Bukangalonzo, par exemple, il faut avoir des parcs agro-industriels dans tous les pays. Je pense, vous avez suivi aussi la sortie médiatique de Vital Kamerhe qui a implémenté ces projets en disant qu'il fallait aussi apporter des subventions, un soutien au projet de l'agriculture qui existe déjà dans les pays. L'infant, justement. Donc, l'effort qui allait dans le sens même d'alléger les gens qui s'activent dans les domaines de l'agriculture, en facilitant l'entrée des intrants, des engins qui participent à l'agriculture. Mais déjà, lorsque nous observons ce qui se passe au niveau du service national, nous avons une idée de ce que veut le chef de l'État en rapport avec l'agriculture. Mais nous disons que c'est insuffisant. C'est tellement insuffisant que nous avons connu, il n'y a pas 2 semaines ici, une crise en rapport avec l'approvisionnement en maïs. Donc moi je crois qu'il faut, au-delà de cette agriculture que je considère artisanale, parce que même au niveau du service national, je considère que c'est vraiment artisanal, il faut aller à l'échelle industrielle, comme le veut ce programme-là. L'échelle industrielle, ça veut dire à la dimension de Bukangalonzo, il faut y travailler encore. Bukangalonzo qui a été une débat. Est-ce que le parc agricole a été fait? Est-ce qu'il y a eu un fonds justement de crédit pour des projets qui ont trait à l'agriculture?
des produits agricoles. Est-ce que les plans justement pour le développement de la RDC dans ces secteurs agricoles a été respecté justement? Ces plans doivent être révisités parce que dans les programmes du gouvernement, on parle aussi de la révisitation de ces programmes nationaux, de ces programmes stratégiques de développement de ces secteurs, et ça doit être révisité. Je crois qu'en 2005, le ministère du Plan a eu à rendre public ces plans, mais ça doit être révisité et actualisé parce que vous savez, les statistiques sont tellement dynamiques. La population s'accroît tous les jours. Nous avons aujourd'hui une population estimée à plus de 105 millions d'habitants. Donc, il faut que le programme stratégique de développement cadre effectivement avec cette démographie. Je crois que le gouvernement devrait mettre l'accent dessus parce que ça fait partie de son programme. Donc, lorsque vous lisez ces programmes-là, vous constatez effectivement que c'est prévu. Mais à quel niveau d'exécution il se trouve? Il faut qu'on cherche les informations au niveau du ministère de l'Agriculture, je pense. Mais le projet, il est là. Il y a une politique claire, mais il faudra simplement y mettre beaucoup de moyens pour que nous puissions effectivement avoir une agriculture industrielle qui permet à ce qu'on puisse avoir une autosuffisance alimentaire dans les pays, que le Congo arrête de dépendre des pays frontaliers qui peuvent aussi connaître des drames. Aujourd'hui, nous importons les maïs qui vient de la Zambie, mais vous savez, il y a des phénomènes naturels qui peuvent arriver qui pourront faire en sorte que la Zambie même puisse connaître une sécheresse. Donc si la Zambie aujourd'hui connaît une sécheresse en termes de production de maïs, ça veut dire que le Congo, on va souffrir de faim et de la famine. Donc il faut anticiper. Anticiper dans le sens d'aller vers une agriculture industrielle, dans la mesure où le Congo regorge 80 millions de terres arables et plus de 4 millions de terres irrigables. Donc il faut y travailler. Donc moi je crois, comme le chef de l'État avait eu à le dire lui-même au cours d'une de ses interventions devant les congrès, que la terre se vengera de nous. Si on ne fait pas l'agriculture aujourd'hui, on a les yeux tournés. Concrètement, qu'est-ce qui est déjà fait par rapport à ces plans? Non, mais ce que moi je vois, c'est les services nationaux. Je me dis, il faut que nous puissions aller vers une industrie, une agriculture industrielle. Il faut relancer Bukangalonzo. Il faut proliférer Bukangalonzo dans tous les territoires du Congo, s'il est possible. Il faut aussi travailler le chemin de fer pour acheminer tout ça, le faire, pour véhiculer tous ces produits à travers le pays. Il faut des routes de dessert agricole, il faut les chemins de fer pour le transport des masses et de la marchandise. Je crois qu'il faut y travailler. J'avais vu un projet à l'époque où Mayo était encore ministre du budget. J'ai vu qu'il signait un partenariat avec, je crois, des entreprises allemandes pour la construction des chemins de fer. Je ne sais pas à quel stade ça se trouve aujourd'hui, mais je crois qu'il faut aller dans cette voie pour effectivement assurer les transports de tous les biens qui est produit à l'intérieur du pays. La vérité, c'est qu'au Congo, il y a une production à l'intérieur du pays, mais ce qui nous manque, ce sont des voies d'évacuation. Il y a des coins du pays où les riz est en train de pourrir. Ces produits, ça pourrit à l'intérieur du pays. Il n'y a pas de voie d'évacuation. Il faut travailler dans le sens de construire des voies d'évacuation pour vraiment éradiquer la faim à travers le pays. Éradiquer la faim à travers le pays, vous décollez tellement bien. Beaucoup de personnes disent que le pouvoir en place fait beaucoup semblant dans sa manière de faire les choses. On a parlé justement ici de la politique agricole. Nous avons vu que ce que Kabila avait déjà mis en place, le parc agroalimentaire et tout ce qui va avec, il était déjà dans une matérialisation d'une vision. Mais quand le chef de l'État est venu, il est venu avec le projet de Kuluna, avec Kanyamaka CC, un truc comme ça. Est-ce que cette vision-là n'allait pas en contre de ce que les plans agricoles ont mis en place? Parce que justement, jusqu'à aujourd'hui, on ne voit plus les productions de Koulouner. On a vu juste à l'époque, c'était l'année passée, si je ne me trompe pas, 20 tonnes qu'ils ont produit. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne produisent plus et nous partons même acheter en Zambie. Est-ce les plans
de développement agricole, c'était bien matérialisé dans le gouvernement avec Kabila. Et quelle est l'approche que vous faites par rapport à la matérialisation de cette vision, justement, de la politique agricole? Je dis ici... entre ces deux gouvernements, justement, ou deux visionnaires. Vous savez, c'est un fait que de mettre en place une politique agricole. Très bien. Mais il faut travailler à la pérennisation. Il ne faut pas, par exemple, Bokanga Lonzo, qui était un projet, en tout cas des génies, il faut le saluer, mais qui a été une débâcle. Malheureusement, qui a absorbé pratiquement 287 millions de dollars. Il ne suffit pas de mettre en place des projets qui profitent aux politiques qui empochent l'argent destiné au projet pour finalement ne pas pérenniser les projets. Donc ici, il faut non seulement mettre en place des projets, il faut travailler à la pérennisation. Parce que ça diversifie directement notre économie, les genres de projets comme Bokanga Lonzo. Quand on parle de la diversification de l'économie, on trouve effectivement la diversification de cette économie dans les secteurs de l'agriculture industrielle. Mais il faut dire aussi que les services nationaux n'étaient pas destinés à recevoir les Koulouna. Ça, c'est un autre projet de réinsertion pour rééduquer, travailler à la réinsertion de cette jeunesse qui s'était livrée aux pratiques criminelles. Le chef de l'État a estimé qu'il fallait travailler à la réinsertion de cette jeunesse à travers les services nationaux qui donnent la possibilité à cette jeunesse-là de réintégrer notre société. Ce n'était pas dans les plans. Ce n'était pas les plans. Les chefs de l'État improvisés. Non, j'ai dit, ce n'était pas prévu que le Koulouna aille travailler au service national. Les services nationaux... Le chef de l'État a improvisé alors? Non, ce n'est pas improvisé. Il a arrêté une politique qui permet la réinsertion. Parce que... Il n'était pas prévu. Non, mais écoutez, lorsque vous dirigez, il y a des politiques structurelles, mais il y a aussi des politiques conjoncturelles. Dans le cadre d'une politique conjoncturelle, il fallait réfléchir. Lorsque le phénomène Koulouna devient un fléau, comment faire pour intégrer les Koulouna? Est-ce qu'il faut faire, comme Kabila a fait à l'époque, opération Likofi, tuer les Koulouna dans leur maison, devant leurs membres de famille, les exécuter de manière extrajudiciaire, ou il fallait mettre en place une politique de réinsertion? Tshisekedi a opté pour une politique de réinsertion parce qu'on était face à un fléau. Et aujourd'hui, on parle plus de Koulouna grâce à ce que Félix Tshisekedi a dit. Non, le Koulouna n'est pas fini. Le taux a baissé ou ça a augmenté par rapport à cette politique? Je ne sais pas. Il faut aller voir au niveau du ministère de la Jeunesse pour eux pourront nous dire. Congolais quinois. Je suis congolais. Le taux de Koulouna a augmenté. On va évaluer le taux en rapport avec quoi? Quels sont les indices qui peuvent me dire le taux a connu une croissance ou a baissé? Quels sont les éléments? Vous avez raison, vous n'avez pas d'indice, mais en termes d'observation. Non, mais l'observation ne suffit pas, parce qu'il faut avoir des indices statistiques, des indices scientifiques qui nous permettent d'évaluer. Votre observation, justement, quand vous voyez lui-même, en parlant de Koulouna, justement, sur la politique, justement, quand vous parlez, ça me pousse à poser cette question. Je cherche la manière la plus sage pour poser cette question. Est-ce que vous êtes informé qu'aujourd'hui, le même Koulounais qui sont insérés pour cette même politique agricole dont on a parlé, les Koulounais aujourd'hui, au travers de Jean-Marie Lukulassi, G24, il paraît, on a cette information, qu'ils sont payés chaque fin du mois. Ça, vous avez l'information? J'ai vu, effectivement, qu'ils sont payés. Ceux qui sont au niveau de Kanyamakasi. Non. Ceux qui sont ici, les Koulounais... Ça, je ne sais pas. Communicateur du chef de l'État, vous n'avez pas cette information. Mais vous avez dit vous-même, il paraît. Oui. Je ne peux pas, moi, me prononcer sur des suppositions. Vous avez dit, il paraît. Okay. Je vois mal que l'État commence à payer un Koulouna. En fait, c'est une prime qu'on donne à un Koulouna pour avoir tué quelqu'un, pour avoir blessé la police. Vous avez entendu parler de G24? Oui, je vois Jean-Marie Lukulassi. Ça fait quoi exactement cet organe pour les Koulouna? Non, je crois qu'il travaille à la réinsertion. En faisant quoi exactement? Je ne sais pas. Jean-Marie Lukulassi, aujourd'hui, il faut dire qu'il est le président du conseil d'administration de l'Institut national de pratique professionnelle. INPP. INPP. Je ne sais pas à quel niveau. Non, Jean-Marie Lukulassi d'aujourd'hui, on parle de G24 à Kaouka, sur la rime Mabaya. G24, c'est un parti politique ou c'est un... je ne sais pas, c'est une structure. Prenons le fait que c'est vrai cette information que l'on paye les Koulounais aujourd'hui. Serez-vous pour ou contre cette politique-là? Non, mais
parce que les salaires, c'est en contrepartie d'un travail exécuté. Je ne peux pas comprendre qu'on donne l'argent à quelqu'un qui ne travaille pas. Donc je ne peux pas dire que je ne peux pas dire qu'on paye un Kuluna, mais on les paye pour avoir fait quel travail. Je peux comprendre que ceux qui sont à Kanyamaka CC aujourd'hui, pour être motivés, ils sont rémunérés. Ils ont même des cartes aujourd'hui. J'ai vu des images où un Kuluna a envoyé les billets à sa fiancée qui est allée le visiter là-bas. Hein? Donc je me dis, dans les cadres de réinsertion, ou dans le sens où à Kanyamaka CC, ils ont appris des métiers, ils participent au développement dans le secteur, par exemple, de la gratuité de l'enseignement, je peux comprendre que le gouvernement puisse... Mais au cas contraire, ça va vous choquer. Non, mais je serais choqué d'apprendre qu'ils sont payés, mais pour quel travail? Par exemple, lorsque vous dites Jean-Marie Lokoulassi, mais où est-ce qu'il trouve les budgets d'abord? Il est député national. On aurait dû apprendre quelque chose comme ça. Voilà, donc je ne peux pas... C'est des questions de téléspectateurs. Voilà, je ne peux pas Et accorder... on vous demande à ce que, si vous pouvez passer à Kaouka, la Rimaba, on vous donne même l'adresse ici. Il n'y a pas de souci. Allez visiter, il n'y a pas de souci. J'ai dit seulement... Les colonels sont payés ou pas? Non, mais ils sont payés par quelle caisse? Je me dis, Jean-Marie Lokoulassi est un député. Où il peut avoir son organisation, je ne sais pas, mais il paye combien de Kuluna? Pour quel travail? Voilà des questions qu'il faut se poser, parce qu'on rémunère un travail exécuté. Lorsque moi j'ai un salaire, c'est parce que j'ai fait un travail. Je ne peux pas comprendre qu'on paye un Kuluna pour avoir fait quel travail? Pour avoir coupé la main à un paisible Quinois, pour avoir éventré le ventre à une de nos sœurs. On les paye pour avoir volé un sac? Je ne pense pas. Donc j'ai dit, je comprends que Jean-Marie Lokoulassi, s'il travaille dans le sens de réinsérer les Kuluna, il faut l'encourager. Mais je ne pense pas que il est soutenu par l'État ou il y a l'argent qui sort des caisses des trésors publics pour encourager. Je me dis, lorsqu'on commence à payer un Kuluna pour n'avoir rien fait, je dis, mais il va continuer à être un Kuluna. Il sera certainement content de porter l'étiquette des Kuluna. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui se passe de ce côté-là. On comparait la politique, justement, c'était ça. On comparait la politique de Kabila face au colonel et la politique du président Félix-Antoine Tshisekedi. C'est ce qui nous a emmené jusque-là. Alors, nous allons fermer cette parenthèse, justement, parce qu'on a beaucoup de sujets. J'aime cette émission parce que c'est une émission intelligente, justement, avec un économiste. Alors, ça, c'est une question technique parce que je vais poser la question. On va évoluer avec la politique agricole aussi. Quelqu'un a posé la question, c'est quoi les rôles d'un ministre de l'économie? C'est quoi son rôle? Le rôle d'un ministre de l'économie, c'est effectivement réguler l'économie dans le pays, réglementer l'économie. Dans tous les secteurs, vous savez, l'économie est vaste. L'économie, c'est tout ce qui touche aux biens et services. L'économie, c'est tout ce qui touche aux revenus et au pouvoir d'achat. Et ça entre dans les domaines du ministre de l'économie qui doit réguler les produits et services. Pourquoi au sujet de maïs, on a vu Vital Kamerhe voyager avec le ministre? Parce que lui, il est comme régulateur. Mais justement, c'est aussi une question d'économie. Lorsque on a parlé de... C'était ça la mission par rapport à votre compréhension? Écoutez, la mission revêtait une double... je dirais, la mission avait un double rôle. La première étape de la mission, c'était résoudre une crise conjoncturelle. Il fallait s'approvisionner parce que l'agriculture touche directement au secteur de l'économie. Le deuxième aspect de la mission, c'était pour voir comment s'inspirer de l'expérience des autres pour aller vers une agriculture industrielle. Ça, c'est la mission du ministère de l'économie. C'est ce qui a justifié. Non, non, ça, ce n'est pas la mission en interne. J'ai dit dans le sens de la régulation. Je suis dans le sens de la régulation. Oui, mais parce que j'ai dit, j'ai dit ceci, que l'économie intègre beaucoup d'aspects. L'économie intègre l'agriculture. Il n'y a pas d'agriculture sans économie. Voilà. Puisque il faut produire, ça veut dire, ça relève du domaine des services. Toute production... Une pénurie de maïs, ça touche quel ministère? Quand il y a pénurie de maïs, au Katanga, ça touche quel ministère? Mais justement, au Congo,
nous importons les maïs. La faible quantité que nous produisons ne peut pas permettre à couvrir les besoins de tous les Congolais. Mais pourquoi il y a un ministère de commerce extérieur? Mais le commerce extérieur, ça régule aussi. Ça régule dans le sens de tout ce qui entre. Prenez par exemple, le commerce extérieur intervient dans le sens aussi du contrôle parce que l'OCC, Office congolais des contrôles, est une structure du ministère du Commerce qui permet à ce que nous puissions contrôler la conformité de ce qui entre. Chaque produit qui entre. Est-ce que le produit qui entre au Congo est conforme à la consommation? C'est là le rôle du commerce extérieur. Ce n'est pas dans le sens de faire les commerces, dans le sens d'acheter et de vendre. Pas du tout. La question n'est pas encore répondue, justement. Non, mais justement, je suis en train de justifier la présence de Vital Kamerhe pour ces dossiers de... Mais j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que... Lui qui est régulateur, comme vous avez dit. Non, mais j'ai dit, l'approvisionnement entre dans le sens de l'économie. Voilà. C'est de l'économie, tout ça. J'ai dit que l'économie englobe tout ça. Même le commerce extérieur est englobé dans l'économie. Vous allez vous rappeler qu'à l'époque, avant que nous puissions scinder des ministères, le ministère de l'économie faisait un avec le commerce extérieur et l'industrie. C'était économie, industrie et commerce extérieur qui faisaient un seul ministère. Parce que l'industrie entre aussi dans le cadre de l'économie. Les tous sont liés. Économie, industrie, commerce. Voilà, ce qui justifie le fait que l'économie qui englobe le commerce extérieur, l'économie qui englobe l'agriculture, c'est ce qui a justifié que Kamerhe a conduit cette délégation. Avec 11 ministres. Je ne pense pas que c'était une délégation de 11 ministres. C'est selon Matata Ponyo. Non, mais Matata Ponyo, il est en train de jouer vous savez, il ne faut même pas accorder de crédit à ce que dit Matata Ponyo. Donc, non, j'ai dit il ne faut pas seulement accorder de crédit à ce que dit Matata, je ne l'attaque pas. Hein. On connaît dans quel pot il se trouve aujourd'hui pour faire ce genre de déclarations. J'ai suivi Vital Kamerhe qui a dit que cette délégation était composée pratiquement de 4 ministres. C'est ce qu'il a dit au cours de son point de presse. Donc, qui croire? Je crois à Vital Kamerhe qui est ministre en fonction. Donc j'ai dit, l'économie englobe tout ça, ce qui a justifié le fait que Vital Kamerhe, dans le but, non pas seulement de chercher à approvisionner le Congo en maïs, mais aussi dans l'option de mettre en place une agriculture industrielle, c'est ce qui justifie que le fait qu'il soit parti avec une délégation des ministres sectoriels, industrie, commerce extérieur, agriculture et économie. Voilà, économie lui-même. Donc, moi je comprends ça dans ce sens-là. Apparemment, parce que nous voulons aller vers une agriculture industrielle. Il y a trop de problèmes, M. Chris Mukindi. Vous décollez tellement bien, vous réfléchissez bien. Il y a trop de problèmes actuellement. Alors dites-moi, si le chef de l'État veut partir aux élections en 2023, le 20 décembre justement, quel est le secteur selon vous, personnellement, auquel vous pouvez dire, si vous étiez conseiller de chef de l'État, vous direz, attardons-nous sur ces secteurs parce que ça a très bien marché. Quel est le secteur qui a bien marché pendant le mandat de Félix-Antoine Tshisekedi? Un seul secteur. Il y a beaucoup de secteurs. Non, un seul secteur seulement. Je vais vous parler de la gratuité de l'enseignement. Non, faut prendre je parle du secteur. Mais justement, la gratuité, c'est le secteur de l'enseignement. Vous parlez de quel secteur? Non. Si vous parlez de la gratuité de l'enseignement, c'est différent du secteur de l'éducation. Ben justement, c'est l'éducation. Les secteurs de l'éducation. Ben justement, les secteurs de l'éducation, c'est l'enseignement. Ben justement. Enseignement supérieur. Ben justement. Tout ce qui va avec ça marcher. Ben justement, ça marche bien. Qu'est-ce qui a marché dans les secteurs de l'éducation? Ben, la gratuité de l'enseignement. La mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement qui a soulagé les parents et qui a profité à plus de 5 millions d'enfants qui n'avaient pas accès à l'enseignement des bases, qui, grâce à ces programmes, ont appris à lire, à écrire et à calculer. Vous savez, la chose la plus importante dans un État, c'est l'éducation. C'est vrai qu'il faut manger. Mais on peut manger sans être éduqué, le pays va disparaître. L'éducation nous permet aussi d'aller vers une agriculture qui permet à ce que d'autres secteurs de la vie soient touchés. Comme on dit, le peuple a un ventre affamé n'a point d'oreille. Il faut, je l'ai toujours dit, il faut aller aussi vers
l'agriculture. Vous parlez de la scolarisation ou de l'éducation? Mais c'est ça, la scolarisation, c'est l'éducation. C'est-à-dire aujourd'hui, il ne faut pas qu'on joue avec les concepts. Il y a pas... C'est-à-dire que Kabila avait dit qu'il a raté la transformation de l'homme congolais, l'éducation en d'autres termes. Non, mais l'homme congolais, maintenant, c'est qui? Félix a réussi à l'éducation. Mais l'homme congolais, c'est qui? Parce que Kabila, quand il parle de l'homme, il ne parle pas de l'enfant. Déjà, Kabila, pendant les 18 ans, il nous a produit les Koulouna. Parce que, voyez, l'âge de Koulouna, c'est pratiquement l'âge du mandat de Kabila. Les Koulouna ont 18 ans. Ça veut dire que lorsque Kabila a pris ses fonctions d'État comme président de la République, il a commencé déjà, dès la maternité de ses bébés, à former des Koulouna, qui n'ont pas eu la chance que Tshisekedi leur offre aujourd'hui d'aller à l'école. Parce que les Koulouna, aujourd'hui, l'âge varie entre 18 et 25 ans. Tous ces Koulouna. Donc, entre 18 et 25 ans, c'est pratiquement les mandats de Kabila et de l'AFDEL. Voyez. Donc, Tshisekedi, quand il arrive au pouvoir, il dit, OK, il faut créer une nouvelle race des Congolais. Comment créer une nouvelle race des Congolais? C'est à travers l'éducation, c'est à travers l'enseignement de base. Il faut commencer à l'âge de 4 ans, 5 ans, pour construire un homme. Et comment y procéder? Il faut rendre l'éducation de base, l'enseignement de base, accessible à tout Congolais. Voilà. Donc, après 20 ans, nous aurons une société changée, une société transformée, parce que tous les Congolais auront eu accès à l'éducation de base. Très bien. Alors, ça, c'est le secteur, selon vous, qui a marché. À part ça, il y a encore d'autres secteurs? Puisque vous avez parlé d'un seul secteur. C'est ce que je dis. À part ça, il y a eu encore d'autres? Ben, il y a d'autres secteurs. Tels que par exemple, le secteur de la mobilisation des recettes. Aujourd'hui, nous avons un budget à 2 chiffres. À l'époque, les budgets du Congo, c'était 1 milliard, 2 milliards. Mais nous avons atteint, en termes de milliards, 2 chiffres aujourd'hui. 16 milliards de dollars. J'ai dit, je n'entre pas dans... Mais on a eu à pénurie des maïs. Au Katanga, là-bas, le maïs à 100 000 francs. De tous les temps, on a 16 milliards. Depuis que le Congo... Quel contraste? Comment? Non, mais justement, il faut maintenant trouver des réponses parce que, vous savez, il y a... Quand on dit que notre économie... Vous êtes économiste, allez-y. Quand on dit que notre économie est extravertie, c'est parce que de tous les temps, le Congo a toujours vécu des importations. On importe tout. C'est ça l'extraversion de notre économie. Oui, mais il y a maintenant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il fait pour stopper tout ça? Non, mais justement... C'est quoi sa politique? Pour stopper tout ça... Vous plaignez apparemment trop. Kabila avait fait ceci. Non, je ne suis pas en train de... Moi, je ne suis pas en train de me plaindre. Vous, de l'Union sacrée, je sais. On ne se plaint pas. Seulement, nous disons que l'État est une continuité qui ne commence pas avec l'arrivée de Tshisekedi. L'État ne commence pas. C'est ça l'erreur que beaucoup de gens commettent. Ils disent, OK, Kabila, c'est déjà passé. Non, nous avons un destin commun. Vous savez, l'État, c'est comme une maison, c'est comme un immeuble qui est construit. Il y a ceux qui sont arrivés, qui ont trouvé un terrain, ils ont placé une fondation. Le premier régime. Le deuxième régime arrive, il pose sur la même fondation le mur. Le troisième arrive, il pose sur le même mur, sur la même fondation, le toit. Voilà, donc nous avons une destinée commune. Il ne faut pas dédouaner les uns et les autres. Donc chaque régime a une part de responsabilité dans ce qui arrive aujourd'hui. Si on avait construit et pérennisé Bokanga Lonzo, on ne parlerait pas de la pénurie de maïs aujourd'hui. Parce que les nations ont une destinée commune. Les régimes ont une destinée commune. L'État est une continuité. Maintenant, puisque Bokanga Lonzo n'existe pas, c'est un grand projet qu'il faut monter. Est-ce qu'on vous a dit que le montage du projet Bokanga Lonzo avait pris 1 année? Le montage avait pris 2 ans. Bokanga Lonzo est devenu effective en 2000, je crois, 14. Alors c'est un projet qui avait commencé avec Mouzitou. Donc ça veut dire que le montage des grands projets, ce ne sont pas des projets à court terme qui vous prend moins d'1 année. Pas du tout. Il faut des études. Il faut des experts. Il faut d'abord des gros moyens pour faire les études. Donc, passer de l'échelle artisanale à une échelle industrielle, ça coûte énormément cher. Donc, ça coûte cher, mais il y a plusieurs priorités.
aussi dans le pays. On sent que vous êtes dans votre peau, vous êtes expert en économie. Ça, c'est très bien. Mais nous tendons vers la fin. Je vais rapidement vous prendre les questions touche à tout parce que nous tendons vers la fin, justement. Monsieur Chris Mukendi, ça, vous n'allez pas beaucoup réfléchir. Alors, le chef de l'État a dit, justement, parce que quelqu'un dit la parole du chef est sacrée. Le chef de l'État a dit, avant la fin de mon mandat, je ferai des Congolais des millionnaires. Avant la fin de mon mandat, je ferai des Congolais des millionnaires. Nous sommes avant déjà la fin de son mandat. Par quel mécanisme? Et qui sont devenus des millionnaires déjà? Ben, la question qu'il faut se poser d'abord, des millionnaires en francs ou en dollars? Je ne sais pas. Ben justement. Non, mais justement, le chef a dit, ok, le chef l'a dit. Il faut maintenant que nous puissions mettre les propos du chef dans leur contexte. Il l'a dit, il a dit où? Et il a dit, il va faire des Congolais des millionnaires en francs congolais ou en dollars. C'est là la question. Avant que nous puissions dire où sont ces millionnaires. Parce que si c'est en francs congolais, aujourd'hui, beaucoup de Congolais sont des millionnaires. Oh! Parce que les primes dans les entreprises, c'est en termes de millions. En francs congolais. Voilà. Si justement. Hier, ce n'était pas le cas. Non, mais j'ai dit, si c'est en termes de millions en francs congolais, tous ceux qui travaillent à la DGDA, à la SONAS, au Parlement, sont des millionnaires. Si c'est en francs congolais. Voilà, c'est comme ça que j'ai dit, ce qu'il avait dit, c'était en francs congolais ou en dollars. Ou il a dit pour des entrepreneurs congolais. Justement, c'est une chaîne des entrepreneurs, allez-y. Voilà, donc... Dans le cas, la vision, c'était ça, faire de Congolais des millionnaires. C'est pour les entrepreneurs, justement. Ben pour les entrepreneurs, par exemple, si je prends... aujourd'hui, plusieurs marchés sont confiés aux Congolais. Plusieurs marchés. Tels que sont confiés aux Congolais. Tels que le marché des constructions, beaucoup de marchés sont confiés aux Congolais. Et ça fait de ces Congolais des millionnaires. Voilà. Je prends par exemple les cas. Lorsque le pape doit arriver au Congo et que le marché en rapport avec l'événementiel est confié à un Congolais, Noël Tchéké. Jésus Noël Tchéké. Je prends ça comme ça. Ça me vient comme ça à l'esprit. Si... Ah, ce marché était passé à lui. Ben justement. L'organisation. Ben justement. Ça, vous savez très bien. Ben oui. Mais le budget, c'était combien pour l'organisation? La venue du pape? Je ne sais pas, je dois chercher. Non, mais j'ai dit, vous savez que s'il vous plaît. Ça, vous savez, non? Je suis venu ici pour communiquer avec vous, pour échanger avec vous. Ce que je sais, je vous l'ai dit. Ce que je ne sais pas, je ne peux pas les dire. Non, vous êtes communicateur du chef de l'État. Vous savez bien que le Je ne suis pas communicateur du chef de l'État. Communicateur de l'Union sacrée. Justement, non? Vous savez, l'Union sacrée n'a pas donné des étiquettes aux gens comme ça pour être communicateur en son nom. Alors, vous n'êtes plus communicateur de l'Union sacrée. Je suis communicateur de l'AFDC. L'AFDC se trouve dans l'Union sacrée. Ouais, dans l'Union sacrée, pas de problème. Vous avez quand même l'information que Jésus Noël Tchéké a gagné ces marchés-là. Oui. Vous êtes communicateur, vous avez les informations. Et les budgets pour l'organisation de cet événement, la venue du pape, ça a coûté à la RDC combien? Question simple, réponse simple. Ben, je ne sais pas. Réponse simple, je ne sais pas. Je dois m'informer. Ok, allez-y. Ben, c'est tout. Je dois m'informer. Mais j'ai dit, lorsque le chef dit, il a dit qu'il fera des Congolais des millionnaires, j'ai pris juste un échantillon. Lorsqu'on lui confie ce marché, on ne confie pas à un Turc. On ne confie pas à un Brésilien, pas un Libanais. On a confié à un Congolais. La RDC manque le maïs, mais on confie un marché comme ça pour... Non, mais c'est... Ça veut dire que Jésus Noël Tchéké est devenu millionnaire. Non. Il est devenu millionnaire seulement pour c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Vous avez posé une question claire. Vous êtes habitué dans touche à tout. Non, mais justement, ne me piégez pas dans touche à tout. Parce que je suis clair dans mes propos. Vous m'avez posé une question simple. Voilà. Comment est-ce qu'on devient millionnaire? Oui. Le chef de l'État dit, avant la fin de mon mandat, je ferai des Congolais des millionnaires. Comment? Qui sont ces Congolais qui sont devenus millionnaires? Non, mais comment? Le chef n'a pas dit comment. Je ne sais pas comment. Mais j'ai simplement rappelé ici qu'il y a un Congolais... Ah, lui-même, il n'a pas dit comment? Non. Je ne sais pas comment. Oh, non, vous avez dit que lui-même n'a pas dit comment. Est-ce qu'il avait dit comment? Non, mais dans ces propos-là, il avait dit comment? Chris Mukendi. Non, mais c'est la vérité. Non, mais justement, est-ce que le chef... Non. On revient, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne laissez pas les Congolais sur leur soif. Je vais revenir. Est-ce que les chefs... Non. On poursuit justement. Non, de revenir d'abord. Ne passez pas comme ça. Je vais revenir. Ne laissez pas ceux qui nous suivent, les téléspectateurs, sur la soif de la réponse. Est-ce que le chef avait dit comment il allait le faire? Mais il a dit quand même.
Ben, il a dit, voilà, comment, il sait comment il est fait. Moi, je ne sais pas. Donc, selon vous, le chef a dit des choses que lui-même ne savait pas comment ça va se dérouler. Non, dans cet entretien-là, il n'a pas dit comment il allait les faire. Deuxième question, voilà. deuxième question, mesdames et messieurs. Dans Touche à tout, on poursuit avec Chris Mukendi. Vous êtes habitués de Touche à tout. Avant la fin de mon mandat, je ferai de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. Avant la fin de mon mandat, je ferai de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. Il a dit avant la fin de mon mandat, vous êtes sûr? C'est ce que j'ai noté, quelqu'un a posé la question. Est-ce qu'il avait vraiment dit avant la fin de mon mandat? Prenez les mots, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, je ne sais pas, je crois que c'est dans une perspective future, parce que le mandat, on le prend dans sa globalité, il a la possibilité de faire 2 ans. Donc, voilà. Je ferai de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. Prenons même ça, c'est contexte. C'est contexte. Touche à tout. J'ai jamais été en Allemagne, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. S'il vous plaît, je n'ai pas encore posé la question. Ben, je vous dis déjà, moi, personnellement, je n'ai jamais été en Allemagne, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vous montre l'Allemagne dans des images ici. Vous me montrez la photo, mais ça ne sera pas l'Allemagne. Je ferai de la RDC l'Allemagne de l'Allemagne. Dans quel domaine? Dans le domaine des transports? L'Allemagne. Mais c'est lui qui dit. Mais justement, mais moi, je ne peux pas comprendre ce que ça veut dire. Je n'ai pas encore posé la question. Non, mais ne me posez pas une question que je ne saurais pas vous répondre. S'il vous plaît. L'Allemagne d'Afrique, ça veut dire quoi? S'il vous plaît. Selon votre entendement? Non, c'est moi qui pose des questions. Merci beaucoup, Chris Mukendi. Okay, Touche à tout. C'est ça la beauté même de Touche à tout. Okay. Avec Chris Mukendi, une émission réservée au cerveau. C'est pourquoi. Je ferai de Congo l'Allemagne de l'Afrique. Ouais. Avant la fin de mon mandat, je ferai de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. Ça, c'est ce que quelqu'un posait comme question. Entre les deux, ce qu'il a donné. Ok. Quel est le coin de la RDC qui ressemble aujourd'hui à l'Allemagne? Vous avez été en Allemagne, vous? En Allemagne? C'est moi qui pose des questions. Non, mais moi, j'ai jamais été en Allemagne. Je ne peux pas dire qu'il y a tel coin de la RDC qui ressemble à l'Allemagne. Parce que, personnellement... Vous avez été seulement en Belgique? Oui, j'ai été en Belgique. J'ai été en France. J'ai été en Chine. Hein? J'ai été à Istanbul. En France, mais vous ne connaissez pas l'Allemagne? Mais l'Allemagne, je ne connais pas. Okay. Hein? Je pense que cette fois-ci, je vais faire un tour en Allemagne pour voir à quoi ça ressemble. Et à la prochaine émission, en tout cas, posez-moi la question, je vous dirai ce que j'ai vécu. Très bien. Okay. Alors, touche à tout, toujours Chris Mukendi. Dites-moi, je continue. Vous continuez? Ben, allez-y. Touche à tout, toujours avec Chris Mukendi. Chris Mukendi, dans Touche à tout, justement, on tend vers la fin. Ça, c'est des questions qu'on avait prévues. On les capte moi, Kalat. On les capte Touche à tout, Kalatika, Tokindamo. C'est ça la beauté même de Touche à tout. Comprenez. Alors, Chris Mukendi, à l'UDPS, il y a beaucoup de politiciens. Ouais. Félix Tshisekedi dit, Soka Sali mandat moko. Toi, Sali mi balé 2 mandats selon you. Na UDPS Mobimba. Na ni monaka à cause de dauphin. On a encore succédé chef de l'État, père diriger Mboka très bien. Si le chef de l'État a 6 mandats, c'est le Moutouma Kaomona, qui est très brillant. On a 2-3 personnes. Non, mais dauphin, tu serais dans un UDPS. Tu as posé question dans UDPS. UDPS. Après Félix Tshisekedi, il est de l'UDPS. Nani au sein de l'UDPS. On a un candidat là-bas. Nani a remplacé le chef de l'État, a gouverner bien. Je ne sais pas, je ne connais pas les cadres de l'UDPS. Je connais les jeunes cadres de l'UDPS, mais en qui je ne vois pas Laura Yarosala, chef de l'État lobby. Peut-être après des années, mais pas après les chefs de l'État directement, l'actuel. Ah, na conclure, on a comprendre pour nous comprendre na minito, on t'a remplacé chef de l'État na 4 UDPS Azati. Non, mon été. Azati. Je le vois pas moi, parce que je connais pas tous les cadres de l'UDPS. Peut-être que bon. Ah bon, vous êtes politicien. Non, je suis politicien, mais tu sais, pour connaître les gens, il faut qu'ils se manifestent. Au bandit politique, les lots. Non, justement. Mais vous savez, dans les partis politiques, il y a des cadres qui ne se manifestent pas. Bon, non, on peut ça combo. Ok. Ndeko CG Augustin Kabouya. Est-ce que l'obis chef de l'État a mon condité? Est-ce qu'Augustin Kabouya tu peux confier RDC? Non. Ndeko Jacques Chabani. Jacques c'est un intellectuel. Je crois que il peut grandir politiquement et comme on a aura et comme un chef. Mais pas maintenant. Vous savez que comme un chef de l'État, c'est d'abord une affaire, il y a aura. Toujours le cas, Ndeko Paul Chilumbu. Je sais pas. Donc, on a eu des PES, ils doivent grandir d'abord. Non, j'ai pas dit ça. Hein? Ne me prêtez pas vos mots. J'ai rectifié alors. Moi, j'ai dit, c'est quoi vos mots? Je ne connais pas personnellement cadre IDPS. La plupart, on a EBI, ce sont des communicateurs avec qui on se fréquente. Et
je me dis, le mandat, c'est pas... IDPS 37 ans, Yoka. Le mandat, c'est en fonction d'État qui ne se cède pas comme un mandat dans un parti politique. Chris Mukendi, 37 ans de lutte. Les tenants de l'UDPS, non, mais la plupart de sauté. Je connaissais Moubake, qui n'est plus là-bas. Okay, je connaissais les vieux Moleka. On passe. Non, mais je vous cite les personnes que je connais, mais qui ne sont plus avec eux. Okay. On passe, nous sommes dans touche à tout. Ok, c'est bon. Alors, la même question. Ouais. Après la gouvernance du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, mandat Mokoto, des mandats, na opposition, de loin, na opposant Oyo. Malgré qu'on a contre l'opinion, son idéologie, opposant, lui, il peut remplacer les chefs de l'État, puis il va bien gouverner. Na opposant, nous sommes tous dans Mikolo. Na opposant. Ouais, tu es en 2000 combien? Si quoi, en 2023 ou 2028? Non, je vois personne. L'opposition s'est vidée de ses lieutenants qui peuvent, comme même Destin Mboka, sauter. Sauter. Matata, les Katumbi. Est-ce que Matata est opposant d'abord? Oh. Matata, c'est un frustré qui se bat avec la justice. Il s'oppose. Matata ne s'oppose pas, il s'oppose à la justice. Il fuit la justice, c'est un fugitif de justice. Ce n'est pas un opposant. Un mot rapidement pour la marche le 20 et opposition. Un mot. Bonne chance. Donc, nous sommes en démocratie. Décision, qui est en reportant. Au moins, il y a une décision de Ngobila. Ngobila, tant aussi décision marche les 13 et comme les 18. Est-ce que ça donnait plus de valeur dans... Personnellement, j'étais contre la décision de Ngobila. Personnellement. Mais je me dis peut-être qu'Azana Belema va permettre à décaler en gros parce qu'il faut que la ville ait assuré sécurité. Ça veut dire que la ville doit avoir des moyens pour assurer sécurité. En ce moment-là, peut-être qu'Abonaki va moyen de réunité, il les a exhortés à décaler. Très bien, très bien. Touche à tout toujours. Quel est l'opposant le plus populaire selon Yuna? On a opposant, il est le plus populaire. L'opposant. Matata, Makatumbi, tout. L'opposant le plus populaire. Les plus populaires. Azatin. Azatin. L'opposant le plus populaire, Azatin. Mais, moi, je vois personne. Moi, je vois personne. Ils ont tous perdu leur popularité. Fayoulou a perdu la substance. Il a tout perdu. Fayoulou a tout perdu. Je ne vois pas quoi au Fayoulou au Kendele. Je crois que l'opposant le plus populaire aujourd'hui, c'est Adolphe Mouzitou. Adolphe Mouzitou? C'est l'opposant le plus populaire. Sur base de quoi vous dites ça? Mais sur base de la popularité. Vous avez dit, on dit populaire, non? Congo, opposant au Pénin. Le plus populaire aujourd'hui, il y a opposant, c'est Adolphe Mouzitou. Très bien. Merci beaucoup à vous, Chris Mukendi. Nous sommes arrivés à la fin. On a 1 minute pour cette rubrique ici. Alors ici, c'est la rubrique. Dans la période électorale, rien à voir, mais c'est seulement ici, une rubrique. Alors ici, vous allez dire ici. Et si Chris Mukendi Azaki, conseiller principal et chef de l'État, il y a un pixaï ou à Salaka, à sa société, pour garder notoriété. Et si vous étiez? Oh, à Salaka. Il y a une action bleu, moi, à Salaka. Si vous avez conseiller principal, et si vous étiez? Oh, à Salaka. Je ne vois pas. Et si vous étiez Premier ministre, quelle est la première action pour impacter la RDC? Il faut commencer par « et si j'étais », c'est ça la rubrique. Et si j'étais. Voilà. J'allais Colombo là-bas, la douane sur produits alimentaires et Kotanata Congo. L'exonération. Colombo là, taxe na impôt sur le Rolia. Et nous on de Kotofele. Et faut arrêter. Et si aux acquis député national pour la loi y a congolité, tu allais voter pour ou contre? J'allais voter pour. Et si aux acquis toujours député national pour la loi il y a modification au code de la famille, la loi dite Mbao sur la polygamie, pour exemple, 3 axes. L'axe il y a polygamie. Tu allais voter pour ou contre la polygamie? J'allais voter contre. De toutes les façons, ils sont déjà polygames, même si ce n'est pas légal. Tous ces gens-là. Ils ont 2e femme, 3e femme, 4e femme.
Ils n'ont pas besoin de légaliser. Hein. Il ne faut pas toi là que ça... en fait, l'Assemblée nationale commence à perdre ses valeurs. Hein. Il ne faut pas venir avec ses envies sexuelles co-exposant comme un Congo Mobimba. Si vous avez un libido qui est très fort, gardez ça pour vous. Hein, ne transmettez pas. Déjà, votez des lois qui permettent à ce que les Congolais puissent avoir du travail. La nourriture, l'agriculture. Déjà, les gens ne mangent pas, mais on a la polygamie. Parce qu'ils sont seulement députés, c'est peut-être pour eux. Hein, ils veulent voter une loi pour eux, pour justifier je sais pas, leurs appétits sexuels, par exemple, je ne sais pas. Mais chercher à ce que comme ça, on loi Mboka, c'est une bêtise. Hein. La loi reconnaît la monogamie au Congo, le code de la famille. Voilà. Je crois que l'histoire, il y a ma polygamie, c'est une histoire des religions. Laissez ça à la religion. Il y a des religions qui soutiennent la polygamie. Laissez ça aux religions. Vous êtes monogame, apparemment. Ben, je le suis. Très bien. Je suis marié à une seule femme. Marié à une seule femme, ça c'est une très très bonne chose. Merci à vous, Chris Mukendi, d'avoir accepté notre invitation. Pendant 60 minutes, nous avons fini avec vous, touche à tout, votre dernier mot, et puis on va se séparer. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs. Vous suivrez cette émission en boucle sur Entrepreneur Télévision. Coupez les moments qui vous ont intéressé et puis partagez. Je salue encore ma communauté TikTok parce que vous accueillez beaucoup nos vidéos. Je pense que ça a été une très très belle émission pour ce mois de mai qui vous a fait énormément plaisir. L'invité a été à l'auteur, mesdames, messieurs. Sinon, portez-vous bien. La mort n'est rien, mais vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Napoléon Bonaparte, mesdames, messieurs. C'était à la présentation Arnold de Tiani. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à Réveil Koupa et à Jonathan Menayami. Nous avons reçu pour vous un cadre de l'AFDC, Chris Mukendi, avec qui nous avons parlé de la politique agricole. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.